Bonjour et bienvenue à ce webinaire de l'Observatoire d'Actu. Alors pour démarrer, quelques mots sur ce que c'est l'Observatoire. Alors le rôle de l'Observatoire, c'est d'accompagner l'ensemble des branches de l'Observatoire d'Actu, donc ils sont au nombre de 24 aujourd'hui, à alimenter leur politique emploi-formation. On les accompagne ainsi à construire leur feuille de route pour les années à venir afin qu'elles puissent ajuster ou faire évoluer leur dispositif de formation. C'est un peu un radar qui aide à voir comment les métiers et les compétences évoluent et ce que ça implique pour la formation, donc préparer les compétences de demain. Très concrètement, l'Observatoire produit de nombreuses études. On a des panoramas statistiques de branches, on a des études territoriales, des études sur les métiers en tension, mais aussi des études prospectives avec les diagnostics, d'identification des facteurs de mutation. On essaie de se projeter à 3 à 5 ans avec des scénarios prospectifs et puis des pistes d'action concrètes pour les branches. Alors, l'Observatoire produit aussi des outils comme les cartographies des métiers et des passerelles métiers. Alors, c'est notre sujet du jour et aujourd'hui, on va se plonger ensemble dans la récente étude des métiers de la cuisine et de la salle pour la branche hôtellerie, café, restaurant. Alors, cette étude a un double objectif pour la branche HCR, une mise à jour, un travail d'homogénéisation et d'actualisation de la cartographie des métiers de la branche, et puis aussi de voir les différents parcours possibles dans la branche. Alors, pour réaliser cette étude, l'Observatoire s'est appuyé sur l'expertise du cabinet Catalyst pour réaliser cette étude. Elle repose sur une observation de terrain, sur des enquêtes quantitatives, des entretiens qualitatifs et des ateliers de travail. Alors, pour m'accompagner sur ce webinaire, je suis accompagnée donc de Catalyst avec Stéphane Gardner, qui est directeur de Catalyst Strasbourg, Gilles Ben Saïd, secrétaire technique de la CPNE, et puis Grégory Huilin, qui est représentant de la branche. Alors, pour vous qui êtes derrière les écrans, n'hésitez pas à intervenir dans le fil de la discussion. Posez-nous vos questions, vos interrogations. Alors, première question, Stéphane. Vous qui nous avez accompagnés sur cette étude, on parle de cartographie de métiers. Comment elle a été conçue, cette cartographie des métiers? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une cartographie des métiers, elle a pour but de donner une certaine visibilité et de clarifier comment sont répartis les métiers d'une branche, en l'occurrence ici, la branche HCR. Alors, l'idée, c'est pas de constituer un organigramme, de montrer une organisation fonctionnelle. L'idée, c'est de créer des groupes homogènes, qu'on appelle des familles de métiers, et de les représenter visuellement afin de donner un regard clair sur comment sont répartis les différents métiers de la branche. Donc l'idée vraiment, c'est de donner de la lisibilité, de la visibilité. C'est vraiment un outil qui va être utile dans un but d'attractivité, si je puis dire. Ce n'est pas du tout un outil en lien avec la convention collective, ce n'est pas un outil de classification, c'est vraiment différent. Vraiment, si on doit retenir 3 mots sur ce qu'est une cartographie des métiers, l'idée c'est d'avoir visualisation, communication et attractivité. Alors, si je peux compléter par rapport au sujet de la classification, il faut savoir que cette étude, la genèse de cette étude, c'est quand même un document qui émane de tous les travaux qu'on avait menés en amont, c'est-à-dire avec la mise en place de la nouvelle grille de classification qui est applicable depuis le 1er décembre 2022, et que cette classification, justement, a été mise en place pour répertorier tous les emplois repères au niveau de la branche, ainsi que l'ensemble des formations reconnues par la branche et les certifications. Donc, à partir de cette grille de classification, à un moment, il fallait quand même qu'on ait une approche un peu plus détaillée, parce que c'est pas une fois de plus, c'est parce qu'on a inscrit des emplois ou des formations. Il faut dire à quoi ça correspond, en quoi consistent ces emplois, quelles sont les compétences attendues, quel positionnement on peut avoir vis-à-vis de ces emplois dans la grille de classification. Donc, au final, toute cette étude qui a été menée, c'est un peu ces déclinaisons de la grille de classification, c'est-à-dire qu'on apporte un regard un peu plus imagé, pédagogique de cette grille
qu'on va pouvoir, justement, l'objectif, c'est que vous puissiez l'utiliser pour pouvoir le mettre en œuvre au sein des établissements de la restauration et de l'hôtellerie prochainement, parce qu'il y aura une continuité d'études qui sera faite en 2026. Et si on va un peu plus loin, comment sont répartis ces métiers entre la cuisine et la salle dans cette cartographie des métiers? Alors, je vais faire un dézoomé d'abord avant de rentrer sur les métiers de la cuisine et de la salle. Donc, comme je vous le disais, la cartographie des métiers, l'objectif, c'est de représenter des familles homogènes regroupant un certain nombre de métiers. On a donc défini plusieurs familles de métiers. Alors, on a déjà, si vous voulez, on peut prendre un premier groupe qui est sur la partie café, bar, restaurant, qui pèse à peu près 71%, enfin, qui pèse 71% des salariés de la branche. Dans cette partie café, bar, restaurant, on a deux familles de métiers. La famille de métiers sur les métiers de la cuisine. Donc, dans les métiers de la cuisine, on va retrouver le commis de cuisine, le chef de partie, le second de cuisine. Enfin, vous voyez à l'écran les métiers qui sont affichés. Et puis, on a évidemment aussi les métiers de la salle. Et ces métiers de la salle, ça va être le serveur, le chef de rang, le maître d'hôtel, etc. Donc ça, c'est une première partie. Effectivement, l'étude qui a été menée a fait une focale très importante sur ces métiers de la cuisine et de la salle. Mais sur cette première partie de travail sur la cartographie, on a aussi voulu mettre en avant les métiers qui sont plutôt dans le domaine de l'hébergement. Et donc là, on a également deux familles de métiers qui regroupent à ces deux familles de métiers 13% des salariés de la branche. Et là, on a un métier du hall et de la réception, donc le réceptionniste, le voiturier, les métiers de cet ordre-là. Et puis, on a également les métiers du service d'étage avec le gouvernant, le valet de chambre. Voilà. C'est comme ça que ça a été réparti. Et puis, on a d'autres métiers qui sont des métiers qu'on pourrait appeler transverses, et eux pèsent 16% du poids finalement des effectifs salariés de la branche. Et là, on va avoir d'autres familles de métiers qui vont être des familles de la direction, de l'administratif, marketing, commercialisation, des métiers aussi techniques, des métiers de gestion. Et là, on va avoir effectivement pléthore de métiers, avec dans un certain nombre de cas des métiers qu'on pourrait retrouver dans d'autres branches, hein, puisque on va parler, par exemple, sur des métiers très administratifs, on peut parler de secrétaire, assistant de direction, etc. Alors ça, c'est plutôt pour les établissements de grande taille, on ne se le cache pas, mais on va avoir effectivement cette vision-là. Donc, ça, c'est une première représentation, et comme je l'expliquais auparavant, c'est une représentation qui est visuelle, qui nous permet effectivement de voir l'organisation globale des métiers de la branche. Et on a voulu y apporter deux choses complémentaires. Le premier, c'est le côté prospectif. On va y revenir après. Sur cet aspect prospectif, c'est l'idée de se dire, de caractériser les métiers. Et donc, en fait, de se dire, est-ce que ce métier est un métier en tension, c'est-à-dire où il y a des difficultés de recrutement, où la branche et les établissements, du coup, ont des difficultés à recruter. Et ça, c'est une première type de métier. Et puis, on a aussi des métiers en déclin, des métiers qui se développent, et des métiers stables. Globalement, sur les métiers de la branche HCR, on est sur une très très grande majorité de métiers en tension. J'apprends ça à personne. Les métiers, il y a une vraie difficulté de recrutement sur tous ces métiers. Et on a aussi un certain nombre de métiers qu'on a pu estimer comme métiers stables. Par exemple, le sommelier, le grillardin, le voiturier. Il y a quelques métiers stables dans chacune des familles de métiers. Mais globalement, on est surtout sur des métiers en tension. Et on n'a pas de métiers émergents ou de métiers en fort développement aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier aspect de la grille de lecture qu'on voulait donner. Ça, c'est les pictos que vous voyez au sein de la cartographie. Et puis, on a aussi raisonné sur la typologie, une typologie. Et là, il y a deux axes pour construire cette typologie. On s'est posé la question de la taille des établissements, premièrement, et puis du niveau de service qui était apporté. Et à partir de là, on a pu définir qu'un certain nombre de métiers pouvaient apparaître suivant la taille, finalement, de l'établissement ou suivant le niveau de service. Je prends quelques exemples très, très concrets. Un voiturier, il va apparaître dans un établissement où il y a un niveau de service qui est élevé.
De même, si on raisonne sur un sommelier, aujourd'hui, le sommelier, c'est surtout présent dans des établissements d'un niveau de service élevé, et pas alors, ça peut être dans des petits établissements, mais il faut que le niveau de service soit élevé. Par contre, on va avoir des métiers qui vont apparaître plutôt par rapport à la taille de l'établissement. Si on prend le chef pâtissier, dans notre analyse, on se figure que c'est à partir d'à peu près 30 salariés qu'on peut avoir un chef pâtissier qui va arriver. De la même manière, si on prend plutôt les établissements hôteliers, c'est plutôt le gouvernant, il va apparaître plutôt à partir d'une dizaine de salariés. Voilà, donc on a cette cartographie qu'on pourrait dire à plat, on visualise, on la met en perspective avec des éléments de prospective, et puis on donne aussi une connotation de métiers qui apparaissent aussi par rapport donc, à cette typologie qu'on a construite avec donc, le niveau de service d'une part et la taille de l'établissement d'autre part. Alors, cette cartographie des métiers, elle a été réalisée aussi avec une méthodologie robuste. Vous avez travaillé avec les membres de la branche. Alors, Grégory, vous qui avez contribué à la réalisation de cette étude, quel regard portez-vous sur cette cartographie des métiers qui vient d'être présentée? C'est un regard, enfin, on a mis plusieurs mois à travailler sur cette étude et je trouve que le résultat qui en ressort, c'est quelque chose, une véritable photographie de notre secteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur, et tu l'as évoqué, c'est qu'on a différentes tailles d'établissements. Et c'est ça la complexité souvent par rapport à l'impression que le restaurant, c'est 20 personnes et ainsi de suite. Non. Aujourd'hui, nos établissements, on va de 1 à 6 000 salariés et donc on a différentes tailles, différentes organisations et donc différents métiers parce que plus l'établissement a de salariés, plus vous aurez de métiers au sein de ces établissements. Et à contrario, au niveau des petits établissements, on est plutôt sur un nombre de métiers, on va être plutôt sur commis, si on parle de la restauration, commis, cuisinier, serveur, et on est sur des postes souvent polyvalents. Et justement, cette étude, toute l'étude qui a été faite, elle est là pour mettre en avant ces différentes typologies. C'est ça qui est important pour les professionnels, que ce soit les employeurs comme les salariés, c'est se projeter dans cette étude, se dire où est-ce que je me positionne par rapport à l'établissement où je suis aujourd'hui, quelles sont les possibilités de métiers que je peux faire. Et justement, cette étude met vraiment tout ça en lumière. Donc, on a des évolutions qui peuvent être, on a différentes passerelles qui sont mises en évidence par rapport aux évolutions des métiers. On veut passer de cuisinier à chef de partie ou voire chef de cuisine. Donc là, vous avez tout un cursus qui est mis en avant, les compétences qui sont attendues. Et pareil, par rapport à ceux qui veulent évoluer, parce que quand on est dans un petit établissement, on sait qu'en termes d'évolution, l'établissement actuel n'est pas en capacité de proposer un métier à un niveau supérieur. Donc l'évolution se fera à travers un autre établissement. Et donc cette étude, justement, met en relief tout ça. Et ça qui est important, justement, pour que chacun puisse se projeter, s'y retrouver par rapport au secteur de l'hôtellerie, la restauration, du fait, justement, de toute cette complexité de la taille de nos établissements, et que ça soit sur la partie restauration, bar, brasserie, comme sur la partie de l'hôtellerie. On a vraiment ce choix en fonction des tailles qui est à prendre en compte et qu'on a pu, à travers cette étude, mettre en avant. On a pu avoir on a une véritable photographie de ce secteur-là, ce qui n'est pas le plus simple à réaliser, mais en tout cas, j'ai envie de dire, l'objectif a été atteint et avec cette approche pédagogique quand même assez importante. L'autre point aussi qui a été évoqué, c'est que sur cette cartographie, on parle des métiers en tension. Oui, c'est sûr que le secteur l'hôtellerie et la restauration, on est un secteur en tension, enfin c'est un secteur en tension qui est depuis des années. Ce qui est important aussi, c'est que les métiers en tension qui sont référencés dans cette étude, c'est les métiers en tension qui ont été reconnus en tant que tels, métiers en tension par le ministère de l'Intérieur, suite aux fameuses listes qui ont été publiées en mai 2025. Et donc, tous ces métiers-là sont référencés dans cette étude. Et quand on dit que ce sont des métiers en tension, ça veut dire que c'est des métiers sur lesquels on a forcément beaucoup plus de difficultés à recruter. Donc là aussi, une entreprise comme un salarié, une entreprise qui cherche à recruter, si elle sait que le métier est en tension, le recrutement, elle essaiera de l'anticiper davantage parce qu'elle sait qu'elle aura beaucoup plus de difficultés à trouver un candidat, ou sinon, elle peut trouver un candidat avec un niveau inférieur, mais elle va l'accompagner, soit sur de la formation interne ou externe, pour justement qu'il puisse occuper ce poste-là. Donc c'est ça aussi l'enjeu des métiers en tension.
Et après, par rapport à cette cartographie, on est aussi sur tout ce qui est évolution technologique, que ce soit l'émergence des nouveaux métiers, parce que même si on est sur un métier, sur des métiers un peu historiques, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, que ce soit sur le périmètre de la RSE, sur tout ce qui va concerner l'IA. Nos métiers évoluent, ils doivent s'adapter aussi aux nouvelles attentes des consommateurs. Là aussi, on a des évolutions en termes de consommation à ce niveau-là. Donc, c'est un secteur qui est en constante évolution et cette étude aujourd'hui permet de voir ces évolutions-là, voir ces métiers qui changent et quelles sont les compétences surtout qui sont attendues pour occuper ces métiers-là. Alors, si je comprends bien, il y a une diversité des différents établissements au sein de la branche. Et cette cartographie, est-ce que ça reflète vraiment ce qui est dans la réalité? Est-ce que ça colle vraiment avec ce que vous observez sur le terrain? Oui, totalement. Alors, après, cette étude, elle a été menée avec des professionnels, même si on a été accompagné par le cabinet Catalyse. Cette étude répond, elle a été faite après des auditions auprès des professionnels, que ce soit de l'hôtellerie, la restauration, des représentants de la branche. Donc oui, c'est sûr que l'étude en soi répond totalement à la réalité du terrain. Et justement, cette réalité terrain, elle a jamais été mise, entre guillemets, elle a jamais été encadrée à travers une étude. Il n'y a jamais eu véritablement de photographies qui ont été faites. Et j'insiste, elle met vraiment ce côté en relief de la taille des établissements, ce qui fait vraiment la particularité de notre secteur. Je vous dis par rapport en fonction des effectifs et des métiers qui évoluent. Tu as évoqué tout à l'heure le métier de sommelier. Sommelier, logiquement, ce sont des métiers qu'on va trouver dans des établissements. Alors, service plus, mais pas que. Souvent, ce sont surtout des métiers, on va pas les trouver dans les entreprises de moins de 10 salariés, surtout c'est des effectifs de 20 voire plus, ce genre de métier. Pareil, le chef de parti. Alors, l'étude a montré une autre perception du secteur, c'est qu'on pensait que le chef de parti était un métier que l'on pouvait trouver dans les établissements avec des effectifs en moyenne de 20 salariés. Et au final, non. Dans la majorité des cas, ce sont des postes qu'on a pu retrouver sur des petites entreprises. Donc, comme quoi, justement, souvent, on a des idées un petit peu préconçues en disant que, voilà, ces métiers-là, on les retrouve là. L'intérêt de cette étude, c'est de mettre, justement, en vérité, un peu tout ce qui se passe sur le terrain et les enquêtes, voilà, qui ont été menées, justement, vraiment permettent de justifier, de préciser le fonctionnement du secteur en fonction des établissements et en fonction de l'organisation interne et surtout des services qui peuvent être proposés. Parce que c'est sûr qu'au niveau du restaurant traditionnel, on va avoir une approche complètement différente par rapport à un restaurant gastronomique. Pareil sur l'hôtellerie. En fonction de la gamme de l'hôtellerie, un 2 ou 3 étoiles n'aura pas du tout les mêmes services et même les mêmes compétences métiers que pour un hôtel de 5 étoiles, voire un palace. Donc, tout ce schéma-là, justement, il fallait, à travers une étude, qu'on puisse l'écrire, qu'on puisse l'expliquer pour que demain, cette étude serve aussi à expliquer notre secteur auprès du public entrant et futur public entrant. C'est aussi ça l'enjeu, parce que demain, on doit être là pour communiquer, on doit attirer un maximum de personnes à venir dans notre secteur, à venir dans nos formations. Et sans outils, c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis, il faut pouvoir expliquer à un public jeune comment on est organisé. Voilà, l'intérêt d'une étude, c'est ça aussi, c'est un support important. D'accord. Alors, vous avez parlé au début de cette intervention que vous avez travaillé à Catalyse qui nous a appuyé sur la réalisation de cette étude. Je vais prendre un petit temps d'arrêt pour donner quelques chiffres sur cette méthodologie qui a été utilisée pendant la réalisation de cette étude. Alors, 70, c'est le nombre d'entretiens qui a été mené par Catalyse avec des responsables d'établissement, mais aussi des salariés. Il y a eu 3 enquêtes quantitatives qui ont été réalisées. Il y a des ateliers de travail, donc il y en a eu 10 lors de la réalisation de cette étude. Donc, c'est vraiment une étude qui a nécessité, qui a une méthodologie robuste pour pouvoir vous présenter ces résultats-là. Alors, vous l'avez dit, un des enjeux majeurs de ces fiches de métier, c'est un outil pour rendre la branche plus attractive. Alors, c'est-à-dire attirer des talents, soit des jeunes qui vont débuter leur parcours professionnel, soit encore des personnes en reconversion professionnelle. Alors, Gilles, j'ai une question pour vous. Comment ces fiches métiers créées dans le cadre de cette étude peuvent-elles vraiment utiliser pour attirer ce public-là?
ces candidats. Alors, je crois que nos propos antérieurs ont été convergents, tant ceux de Stéphane que de Sandra. Un des objectifs de cette cartographie, c'est un objectif d'attractivité sur nos métiers. Alors ça peut se faire sur différents registres. J'en vois au moins 3 qui me paraissent assez évidents. C'est que les fiches métiers, elles sont réalisées, elles sont formalisées selon un modèle harmonisé. Et ça donne à voir à des publics jeunes qui peuvent être en orientation scolaire, des publics adultes qui peuvent être en reconversion, les différents métiers, les différentes opportunités de métiers au sein de la branche. Ça permet une orientation éclairée des publics, une orientation en connaissance de cause et non pas au hasard des publics. Et puis, sur chacune de ces fiches métiers, vous pourrez en prendre connaissance sur le site d'Acto, on précise systématiquement les prérequis, les voies d'accès au métier. Et ça évite aussi des orientations qui seraient un peu des orientations erronées, des orientations coup de cœur, même des orientations par défaut. Le but, c'est d'atteindre une orientation en connaissance de cause, une orientation éclairée. Le deuxième point, c'est que les fiches métiers, elles sont aussi elles sont aussi source d'attractivité sur nos métiers parce qu'elles mettent beaucoup en évidence les évolutions de ces métiers. À titre d'exemple, le métier de commis de cuisine, il va être impacté par des évolutions en termes d'attente des clients, sur les produits frais, les produits de saison, les produits locaux, les produits véganes, etc. Et c'est autant d'éléments qui vont nécessiter un renforcement des techniques culinaires. Dans la même veine, on observe actuellement un renforcement des attentes en matière de cadre réglementaire et écologique, de gestion des biodéchets, et ça montre bien, ça donne à voir que les métiers ne sont pas sur une approche complètement statique, mais ils sont sur une approche dynamique. Et je pense que pour des publics qui de plus en plus aujourd'hui sont en attente de sens au travail, ça peut être un facteur d'attractivité. Et puis en dernier lieu, pour finir, et je crois que Stéphane l'a également précisé, on met l'accent sur ces fiches métiers sur une approche des évolutions professionnelles. Alors, ça peut être des évolutions professionnelles qui sont, pour ainsi dire, verticales, c'est-à-dire que je vais sur un métier à plus fort degré d'autonomie, de responsabilité. Ça peut être une évolution professionnelle horizontale, c'est-à-dire que je passe d'une famille de métiers à une autre famille de métiers, ou je vais sur un métier plus spécialisé dans une entreprise de plus grande taille ou de plus haut niveau de gamme, pour ainsi dire, au sein de la branche. Et ça montre bien que cette branche, elle est porteuse d'opportunités professionnelles. Et c'est, à mon sens, pour ces 3 raisons, la mise en visibilité des métiers, leur approche extrêmement dynamique, parce qu'elles sont impactées par plein d'évolutions, on y reviendra très probablement après, et aussi parce qu'on peut évoluer professionnellement d'un métier A à un métier B au sein de la branche, que cette cartographie est source d'attractivité. Alors, on a donc des cartographies des métiers, on a des fiches métiers, on a abordé aussi la typologie des métiers, donc on a une panoplie d'outils qui ont été produits dans cette étude. Mais Stéphane, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a une approche aussi prospective dans cette étude. Alors, quels sont les facteurs de mutation qui impacteraient la branche, peut-être aujourd'hui, mais sur les quelques années à venir? Alors tout à fait, vous avez raison. Alors on peut catégoriser cela en 3 grandes tendances, on va dire, enfin 3 grandes thématiques. La première thématique, c'est sur l'enjeu finalement économique et financier. Alors même si ça commence maintenant à dater, on a quand même eu le Covid et il y a une reprise post-Covid qui est quand même assez fragile et qui a fragilisé les établissements. Ça, c'est un premier point. Par ailleurs, on a aussi une fluctuation importante des fréquentations et donc on a une sorte de côté imprévisible finalement de la fréquentation des établissements. Et par ailleurs, donc ce qui rend les projections difficiles pour les établissements. Et par ailleurs, on a aussi tous les coûts qui explosent, coût des matières premières. Il a été question du fait maison, des produits de qualité, donc ça a un prix et les prix explosent, le prix de l'énergie également. Donc il y a ces problématiques-là, plus l'enjeu aussi réglementaire qui a un coût également, donc ça c'est aussi une problématique. Et puis tout ça, quand on met cela en perspective finalement de la reprise post-Covid que j'évoquais, on a aussi les prêts garantis par l'État, les PGE, qu'il faut rembourser. C'est difficile à rembourser, ça pèse lourd finalement sur la trésorerie des établissements. Alors,
tout ça, quand on le regroupe, on se dit déjà là, ça devient compliqué. Mais en plus à cela, il faut rajouter la problématique de la transmission. Aujourd'hui, on est à 40% de dirigeants à peu près qui sont âgés de plus de 50 ans. Donc il y a la question de la reprise qui se pose. Et comme l'accès aux prêts bancaires est compliqué, tout ça fait qu'on est dans un contexte assez tendu. Résultat, il y a une vraie question qui se pose sur le devenir d'un certain nombre d'établissements. Et il y a aussi un phénomène de regroupement, notamment dans l'hôtellerie, de manière un peu plus forte, qui existe. Et donc là, on a aussi ce phénomène-là, ces difficultés-là. Toujours dans cet esprit du côté économique, on a aussi l'aspect client. Côté client, on voit que les pauses méridiennes, les pauses déjeuner sont de plus en plus courtes. Il y a des modes de consommation qui ont aussi évolué. On va aller plutôt faire du snacking en boulangerie, on va aller faire un achat en supermarché, on va aussi aller tester d'autres formes de restauration. Donc la restauration traditionnelle doit aussi innover, se réinventer. Voilà. Et tout ça, en fait, dans un contexte, comme ça a été évoqué par Grégory, sur le côté recherche du fait maison, recherche de la qualité, les nouveaux régimes, que ça soit vegan, que ça soit avec un certain nombre d'allergies, donc toute la problématique des allergènes. Il y a aussi les tendances et les modes de street food, etc. Donc, effectivement, la restauration traditionnelle doit se réinventer, doit prendre en compte tout cela. Et comme l'a très bien dit Gilles tout à l'heure, ça a des impacts en compétences. Finalement, on va y revenir après. Donc là, on est sur le premier bloc que je voulais évoquer, qui est le contexte finalement plutôt économique et financier, mais on a aussi l'aspect social et l'aspect RH. Donc, on l'a évoqué sur le côté métier en tension, le recrutement est un vrai casse-tête pour les dirigeants des établissements. Attirer quelqu'un est compliqué. Et c'est d'autant plus difficile que les conditions finalement dans lesquelles les conditions de travail sont complexes, c'est-à-dire qu'on est en station debout permanente, on a des horaires qui peuvent être entrecoupés, on peut, ça grignote sur finalement aussi le temps de week-end, les soirs très tard. Donc tout ça dans un moment où finalement c'est une tendance qui est là depuis quelques années et qui se renforce au fur et à mesure, de recherche d'un plus grand équilibre vie professionnelle, vie personnelle de la part des salariés, ce qui fait que ça rend finalement le contexte de recrutement extrêmement compliqué. Alors, certains établissements, du coup, essayent de mettre en place des choses. On peut avoir des établissements qui vont proposer des week-ends garantis, qui vont limiter les coupures, qui vont travailler vraiment dans l'organisation. Mais c'est une vraie complexité pour les responsables d'établissement d'être sur la mise en place de cette organisation. Et évidemment, pour les plus petites structures, qui sont quand même très nombreuses au sein de la branche, c'est très très difficile à mettre en place, c'est inaccessible dans un certain nombre de cas. Et puis il y a une autre problématique, quand on est toujours sur cet aspect social et RH, c'est une certaine instabilité en fait, des équipes. Il y a du turnover, il y a de l'absentéisme, il y a un manque d'implication. Et ça, tout cela mis dans le contexte, ça exacerbe les problématiques. Alors, tout ça en plus pose problème dans une branche où, comme le disait Gilles, via les différentes évolutions finalement professionnelles possibles, on a la sensation qu'il y a un ascenseur social qui est possible finalement dans cette branche parce qu'on peut franchir beaucoup d'étapes, certaines sans formation, mais grâce à la transmission des compétences via les équipes qui sont en place, via finalement une volonté d'apprendre et de passer les différentes étapes suivantes. Et c'est vrai que tous ces éléments-là, mis bout à bout, cassent un petit peu ce côté ascenseur social qu'on pourrait imaginer. Et c'est vrai qu'il y a un vrai travail aussi du coup, sur le management qui doit être fait pour que on arrive à restaurer finalement cet ascenseur social dans une branche qui doit le permettre. Et puis, troisième thématique, je vous parlais de 3 thématiques en introduction, les transitions et la transformation du coup numérique et environnementale. Alors, côté numérique, il y a déjà pas mal de choses qui se mettent en place, plutôt sur la partie dématérialisation, réservation en ligne, gestion des stocks. On peut aussi avoir des outils RH. C'est assez inégal dans les utilisations au sein des établissements. Et puis, on a l'intelligence artificielle qui commence à poindre le bout de son nez,
qui va pouvoir agir et qui va prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, c'est assez limité en termes d'utilisation, mais il y a quand même des premières choses qui vont apparaître, notamment sur la gestion de planning, sur la gestion de stock. Mais il y aura de nombreuses applications futures. Et ça, il faut aussi que les responsables d'établissement prennent le pouls et essayent d'anticiper ces choses. Et le dernier point là, sur ces tendances, la partie environnementale RSE, aujourd'hui, c'est quand même le parent pauvre. Hein. Peu d'entreprises ont mis en place une stratégie RSE ou des réflexions de ce type-là. Il y a les attentes quand même des consommateurs, la loi AGEC qui aussi pousse à cela. Mais aujourd'hui, il y a peu de choses qui sont mises en place et formalisées. En conclusion de cette question, moi, j'ai envie de dire que finalement, le secteur, il doit relever un triple défi. Un premier défi qui va être résister aux pressions économiques, le premier point. Le deuxième, c'est réussir à attirer et retenir les talents. Et puis le dernier point, c'est accélérer sur la transition numérique et environnementale. Et donc, il y a des opportunités à saisir pour les établissements, mais ça demande un certain nombre d'investissements et d'anticipation. Si je peux me permettre, je vais réagir par rapport à ce que disait Stéphane, parce qu'il y a un environnement quand même assez conséquent aussi qu'il faut intégrer et qui est quand même formalisé dans l'étude, c'est l'environnement international. Aujourd'hui, le secteur de l'hôtellerie et la restauration dépend énormément de la fréquentation touristique sur le territoire. Fréquentation touristique qui, même après le Covid, est toujours présente et on peut que s'en réjouir, et tant mieux. C'est-à-dire que la France reste quand même un pays qui attire énormément, sachant que cette fréquentation touristique augmente d'année en année. Donc, même les JO, où on pensait que la fréquentation allait augmenter pendant les JO, au final, oui, il y a eu une fréquentation assez importante, mais c'est surtout après JO où nos établissements ont vraiment rencontré un très gros succès. Mais forcément, cette clientèle étrangère a des attentes particulières qu'il faut justement, quand on parlait de la street food et tout ça, aujourd'hui c'est quelque chose qui est assez récurrent et c'est vrai qu'on voit de plus en plus nos établissements s'orienter, apporter une nouvelle carte pour répondre un peu à ces attentes où la restauration doit être entre guillemets plus rapide que ce que l'on pouvait proposer il y a quelques années. Et après, il y a aussi une évolution. Faut dire que le secteur, on sait les difficultés par rapport à notre secteur sur le travail en coupure, le travail le samedi, le dimanche. Ça, c'est quelque chose qui évolue. Alors, c'est pas la réalité dans tous les établissements parce que tout le monde ne peut pas le faire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus où les établissements ne seront ouverts que 4 jours. Les établissements vont être ouverts, par exemple, que le soir. Ou d'autres, par rapport à leur situation géographique, seront ouverts que le midi. Tout ça, ça répond aussi à une attente de la clientèle, mais aussi à une attente de nos salariés pour éviter ce travail en coupure et pour certains, dans certains cas aussi, ce travail le samedi et le dimanche. Donc, un secteur qui avant ne fonctionnait en coupure, qui était ouvert 7 jours sur 7, aujourd'hui, il y a vraiment cette évolution de nos établissements, peu importe la taille, c'est une évolution qui est totale sur l'ensemble des établissements, justement pour répondre à ces difficultés qu'on avait et en termes d'attractivité, voilà, ce sont des éléments que l'on retrouve une fois de plus dans cette étude et qui donnent aussi quelques conseils aux ressources humaines par rapport aux entreprises, justement, pour pouvoir s'orienter et proposer une nouvelle carte, proposer justement une nouvelle gestion des équipes par rapport à ces organisations. Voilà ce que je voulais compléter un petit peu sur le sujet. Alors, on a parlé de cartographie, on a parlé de facteurs de mutation. J'aimerais aborder la deuxième partie de ce webinaire sur les évolutions professionnelles. Parce qu'effectivement, dans l'étude, on a des cartographies sur ces évolutions qui sont présentes et qui sont intéressantes. Alors, l'idée, en fait, c'est de montrer comment on peut construire son parcours, évoluer, progresser ou se réorienter au sein de la branche. Alors, il existe plusieurs chemins, plusieurs façons d'avancer. Alors, Stéphane, dans cette étude, pouvez-vous nous présenter comment l'étude met en évidence ces parcours assez rapidement sur le schéma de la salle et de la cuisine? Alors, comme vous le dites, hein, c'est un chemin théorique. C'est un chemin théorique, mais qui est teinté de réalisme. C'est-à-dire que
l'évolution que je vais vous présenter, c'est une évolution théorique. On peut passer un certain nombre d'étapes, on peut faire un choix, comme ça a été évoqué, un choix de carrière finalement, en fonction de ses envies, de ses appétences. Et donc, on a des évolutions possibles. Encore une fois, ce qui est présenté là, ce n'est pas un organigramme, hein, qu'on s'entende bien, il n'y a pas de problématique là spécifique. Donc, on a finalement une dorsale, si je puis dire. On va passer de serveur, commis de cuisine, jusqu'à chef de rang. Et puis après, chef de rang, il peut passer maître d'hôtel, responsable de salle, et puis ensuite directeur de restaurant. Et puis, donc ça, c'est finalement une évolution ascendante. Donc finalement, on peut avoir, là c'est ce que vous voyez finalement à l'écran, des spécialisations. Si ça, c'est les cases qui sont orange, c'est-à-dire sommelier ou barman. Donc ça, c'est plutôt à partir de serveur ou à partir de chef de rang où on va pouvoir finalement aller sur ces métiers. Et ce qui est intéressant, là, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est lorsqu'il y a une étoile, cela signifie que l'évolution, cette évolution, elle est possible quasiment uniquement via de la formation complémentaire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'étoile, on peut atteindre le métier via la formation interne, si je puis dire, transmission de compétences au sein des équipes, mais s'il y a une étoile, ça veut dire qu'on a un besoin de formation complémentaire. Et lorsque la case est plutôt en violet, c'est qu'on est plutôt dans des établissements qui sont de taille un peu plus importante. Alors, je veux simplement faire la focale peut-être sur un passage finalement entre chef de rang et maître d'hôtel. On va avoir un gap de compétences entre ces deux métiers et donc il y a un certain nombre de sujets qu'il va falloir réussir à appréhender. C'est la supervision par exemple, la coordination des équipes en salle, ça va être effectivement le recrutement et l'intégration, la formation de nouveaux collaborateurs, ça peut être aussi de la gestion de planning, enfin voilà, il faut la liste de tous les gaps de compétences, il y en a un certain nombre. Et pour passer à l'étape suivante, dans les formations, il y a deux possibilités. Par exemple, ici, c'est le CQP maître d'hôtel et puis le BTS Management en hôtellerie-restauration avec l'option qui est Management d'unité de restauration. Ça, c'est sur le schéma finalement de la salle et on a fait le même exercice finalement sur les métiers de la cuisine. Alors, on a le même esprit sur le métier de la cuisine. On a une dorsale, là, ça va s'afficher chez vous également. Peut-être un petit souci de flèche là sur le schéma qui apparaît à l'écran, mais vous l'aurez sur la restitution de l'étude sur le site de l'Observatoire. On a finalement une dorsale avec les métiers plongeur, commis de cuisine, cuisinier ou demi-chef de partie suivant les organisations également, chef de partie, seconde cuisine, chef de cuisine, directeur de restaurant. Donc là, on a finalement cette dorsale comme pour la salle. Et puis ensuite, en orange, on a des spécialités. Ces spécialités, on peut les atteindre à partir d'un certain nombre de métiers. Par exemple, écaillé, crêpier pizzaiolo, grillardin, c'est à partir du métier de commis de cuisine. On peut l'atteindre. Par contre, pour être écaillé, pour être crêpier pizzaiolo, il faut avoir une certaine formation qui va arriver. Voilà, donc c'est ce que moi je voulais mettre en avant là sur ces métiers et ces évolutions, avec vraiment cette notion, comme c'était évoqué, de perspective, de possibilité d'évolution. Et c'est une branche par rapport à d'autres branches qui existent où il y a effectivement ce champ des possibles qui est assez important et qui, du coup, je trouve est assez attractif parce qu'on peut se dessiner finalement son parcours en fonction de ses compétences, mais aussi de ce qu'on a envie de faire, et il y a quand même loisir de pas mal faire de choses différentes. Et on pourrait prendre un exemple, si on veut passer de chef de partie à seconde cuisine, de la même manière, il y a un certain nombre de compétences à acquérir. Je prends deux, par exemple, le chiffrage, le calcul de coûts, mais aussi de se dire, concevoir des plats, des fiches techniques, c'est nécessaire, et là, il faut une formation. Formation, c'est aussi ce BTS que j'évoquais avant, sauf que là, c'est une autre option, c'est management d'unité de production culinaire. Alors, Stéphane, vous avez donné quelques exemples d'évolution. Grégory, ma question, elle est pour vous. Est-ce que toutes ces évolutions nécessitent les mêmes efforts de formation ? Alors, tout va dépendre de la structure de l'établissement et aussi des ambitions du salarié pour évoluer. Et ça dépend aussi du métier qu'il souhaite occuper. Mais toutes les évolutions, entre guillemets, ne nécessitent pas systématiquement de formation. Donc, quand on parle de formation, c'est être formé par un organisme de formation et ainsi de suite. C'est-à-dire que le secteur, et c'est depuis des générations, est quand même très reconnu par rapport
à l'évolution interne. Donc, c'est-à-dire que ce sont des formations qui seront pratiquées directement par les employeurs ou les managers, tout dépend de la structure. C'est eux qui forment les collaborateurs et ce qui leur permet justement d'évoluer et de changer de métier. Après, c'est vrai qu'en fonction de la taille des établissements, une fois de plus on est sur les établissements avec des effectifs un peu plus importants, plus on aura un système de formation un peu plus hiérarchisé, plus encadré. Et donc, aujourd'hui, par rapport aux différentes structures, oui, tu l'as évoqué, je suis commis de cuisine, demain je vais être chef de partie. Forcément, en fonction de l'expérience, tout ça, ce profil-là va suivre des cours de formation supplémentaires pour pouvoir évoluer sur ce poste-là. Idem sur la partie, je suis chef de partie, je veux aller vers en tant que chef de cuisine, forcément, il y aura des compétences supplémentaires qui seront apportées, qui seront justement accordées à cette personne-là. Et l'élément le plus important, ça va être la partie encadrement et management, qui fait partie des points quand même les plus importants pour le secteur, parce que c'est vrai qu'on a quelques difficultés en termes de management. Et donc, aujourd'hui, c'est quelque chose que nous, on souhaite mettre en avant, le management pour justement toutes les personnes qui auront des postes d'encadrement. Et ça, c'est aussi valable pour la partie hôtellerie, et l'approche est exactement la même. La salle, c'est pareil, c'est-à-dire je suis serveur et demain, je veux passer maître d'hôtel. Le gap est assez conséquent, mais tout dépend de la motivation et des compétences de la personne. Si on est face à quelqu'un qui est très motivé et qui a cette aisance relationnelle et ainsi de suite, je veux dire, demain, il peut tout à fait rentrer dans un cursus certifiant ou diplômant pour justement arriver à ce genre de poste. Alors, ça se fera pas en un mois, mais voilà, on a des cursus aujourd'hui qui permettent des évolutions très rapides. Et c'est quelque chose qui quand même est très reconnu au niveau de la branche. C'est que voilà, on est un ascenseur social, on permet à toute personne de pouvoir évoluer au sein d'un établissement ou en changeant d'établissement. Tout va dépendre de la structure dans laquelle on travaille. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important et qui est mis forcément en relief dans cette étude, c'est tous les différents parcours. La certification, la formation, l'évolution interne, les formations internes. Voilà, aujourd'hui, tout ce gap permet les évolutions au sein de nos établissements. Alors, tous ces métiers qu'on voit à l'écran qui ont été projetés font tous l'objet de fiches métiers. Alors, ces fiches métiers, on l'a introduit au début, sont tous augmentés d'une dimension prospective. Gilles, aujourd'hui, pour les entreprises de la branche, en quoi le fait que ces fiches métiers soient augmentées de cette dimension prospective est un plus? Alors, cette question, elle peut s'entendre sur différents registres. D'une part, pour l'ensemble des salariés et pour les entreprises, la dimension évolution, que ce soit évolution sociétale, technique, environnementale, qui impacte les activités et les compétences, elles permettent de bien cerner à la fois les besoins en compétences lorsqu'elles recrutent de nouveaux salariés, mais aussi lors de recrutement de nouveaux salariés, mais aussi les besoins d'évolution en compétences via de la formation, via les mises en situation professionnelle de salariés déjà en poste. Donc cette dimension prospective, elle est utile déjà de ce point de vue-là. Et puis, de surcroît, la dimension prospective, elle s'entend aussi au regard des évolutions professionnelles qui sont possibles dans le secteur. Et comme on l'a déjà dit, et Stéphane en a exposé quelques-unes, des évolutions professionnelles qui sont possibles, c'est une source d'attractivité de notre secteur. Et ça aussi, ça fait partie de la dimension prospective. C'est-à-dire que dans notre secteur, dans la branche des hôtels, cafés, restaurants, les carrières, elles ne sont pas forcément linéaires. On ne reste pas toute sa vie sur le même métier. On peut évoluer professionnellement. Et c'est un facteur qui peut et qui doit même attirer vers notre métier. Je trouve que par ailleurs, actuellement, il y a un nouveau dispositif de formation qui est en train de se mettre en place au 1er janvier 2026, la période de reconversion, et on voit là que c'est une opportunité de financer des actions de formation, notamment des actions certifiantes, des formations dites enregistrées au RNCP, pour favoriser ces évolutions. Alors, parlons-en de financement de formation, qui est un sujet d'actualité aujourd'hui avec le projet de loi de finances. On sait que les évolutions nécessitent souvent de nouvelles compétences et donc des formations. Quelle solution de financement a été envisagée par la branche pour accompagner les entreprises?
Alors, je pense que c'est une actualité qui est brûlante pour notre branche HR, dont un bon nombre d'entre vous sont déjà au courant. La branche professionnelle HR a décidé de mettre en place une contribution conventionnelle formation, c'est-à-dire que les entreprises vont contribuer au-delà de l'obligation légale, et cela va permettre de garantir et d'optimiser l'accès des salariés de la branche à la formation, d'accroître leur capacité de financement, d'accroître la capacité de financement des entreprises en mobilisant notre opérateur de compétences qui est Acto. Alors très opérationnellement, ça va permettre de financer davantage de formations courtes pour s'adapter aux évolutions, évolutions sociétales, techniques, de la demande des consommateurs, etc., qui sont constatées. Ça peut être aussi des évolutions d'organisation du travail, du cadre réglementaire et écologique. Donc des formations courtes, on l'a déjà cité, mais aussi via la contribution conventionnelle, il sera possible de financer des formations certifiantes, et c'est un point important, notamment quand il s'agit d'évoluer professionnellement et d'évoluer significativement professionnellement. On a parlé de formation certifiante tout à l'heure, et ça sera possible via la contribution conventionnelle. On pourra aussi, via la contribution conventionnelle, appuyer les démarches de validation des acquis de l'expérience. Et c'est une démarche qui est extrêmement intéressante et qui fait sens parce que les salariés ils acquièrent des compétences en situation de travail, donc ils peuvent avoir un bloc d'une certification. Et puis à un moment, ils peuvent passer par la case formation pour valider la totalité d'une certification parce que les situations de travail auxquelles ils ont été confrontés n'ont pas permis d'acquérir toute cette certification. En tous les cas, ça permet un accès simplifié, accéléré à la certification, puis de capitaliser réellement sur les compétences qui ont été acquises en situation professionnelle. Très prochainement vont être organisés justement par notre opérateur de compétences, Acto, une série de webinaires. Vous allez être destinataire de cette information à destination de l'ensemble des entreprises de la branche HR sur la contribution conventionnelle qui vous permettront de bien appréhender ces possibilités de financement de la formation et qui sont véritablement en lien avec les évolutions professionnelles ou avec les évolutions du contenu des activités et des compétences de chacun des emplois que l'on a mentionné précédemment. Donc vraiment cette information extrêmement technique va vous être livrée à partir du mois de novembre et dans les semaines à venir par Acto. Merci Gilles pour ces informations. Il nous reste encore quelques minutes. Je vous propose à présent de recueillir les questions qui sont dans le fil du chat. On n'en a pas encore pour le moment, donc c'est pas grave. J'ai quelques questions supplémentaires parce qu'on n'a pas pu tout mettre dans le webinaire. Gilles, on a parlé des facteurs de mutation dans l'intelligence artificielle, donc c'est aussi un sujet d'actualité. Est-ce que c'est déjà perceptible aujourd'hui dans la branche l'arrivée de l'intelligence artificielle ? Alors, on a parlé de plein de facteurs d'évolution et pour bon nombre d'entre elles, ces évolutions, elles sont déjà effectives, c'est vraiment pas une vue de l'esprit. Quant à l'intelligence artificielle, on est sur un tableau assez diversifié. Ce matin même, moi, j'étais en relation au titre de la CPNE avec un restaurateur qui était, pour l'anecdote, dans le département de Savoie, et il me disait qu'il utilisait déjà l'intelligence artificielle et même sur une espèce de chaîne de valeur. C'est-à-dire que ça lui permettait de gérer ses stocks, de gérer ses réservations, et ça a été interconnecté aussi avec sa comptabilité. Donc on voyait vraiment là qu'il y avait un usage effectif de l'intelligence artificielle, que ce n'est pas une vue de l'esprit, que ce n'est pas un article théorique, scientifique, mais que c'était vraiment de l'intelligence artificielle accessible dans la restauration pour tous de manière extrêmement opérationnelle. Toutefois, cette évolution, elle est en cours, cette appropriation de l'intelligence artificielle. Le tableau, il est différencié selon les tailles d'entreprise, selon la sensibilité aussi des employeurs, mais on voit que cette évolution est en cours et qu'elle n'est pas si compliquée à s'approprier. C'est-à-dire que quand on parle d'intelligence artificielle, on a l'impression qu'on met la barre très élevée. Et en fait, en discutant avec des chefs d'entreprise, des restaurateurs qui l'ont déjà mis en œuvre, qui se sont appropriés, on voit que le gap, en quelque sorte, n'était pas du tout infranchissable. Donc, c'est plus du tout des évolutions à venir, c'est déjà d'actualité aujourd'hui au sein de la branche. Pour bon, c'est d'actualité et mis en œuvre pour un certain nombre d'entreprises et en cours de mise en œuvre, on pourrait dire pour les autres, mais c'est en très bonne voie d'appropriation. Stéphane, au sein de cette étude,
quand on regarde ces facteurs de mutation, comment les pratiques en cuisine et en salle évoluent face à ces facteurs de mutation? Qu'est-ce que vous avez constaté dans cette étude? C'est vrai qu'il y a un certain nombre de facteurs qui sont apparus. Si je reprends et que je fais le miroir avec ce que j'ai évoqué au début sur les grandes tendances, finalement, on a côté salarié ce côté attente d'un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle, amélioration des conditions de travail. Ça, très concrètement, ça va se traduire par un renforcement du rôle de coordination, par exemple, au sein de l'établissement. Et donc, le directeur d'établissement, le responsable d'établissement, va avoir à travailler sur cette partie-là, coordination. Si on regarde, par exemple, sur les évolutions par rapport aux attentes des clients, et les attentes des clients, on l'a évoqué, c'est le fait maison, c'est le circuit court, c'est les produits de saison, c'est parfois des nouveaux régimes alimentaires. Ça nécessite que les personnes en cuisine soient en capacité d'apprendre des nouvelles techniques culinaires. Donc très concrètement, il y a ce premier aspect. On voit qu'il y a aussi le côté présentation qui a son intérêt et on voit on parle un peu de plat Instagrammable, si je puis dire, parce qu'on veut prendre en photo son plat et le poster sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il y a un travail de créativité aussi à faire. Quand on a ce côté régime alimentaire, quand on parle de vegan, le tout de faire un plat vegan, c'est pas simplement de ne pas mettre de protéines animales. Le côté vegan, il faut aussi que le plat soit équilibré. Donc ça veut dire qu'il y a une réflexion à avoir sur comment on conçoit finalement le plat en tant que tel. Donc il y a des compétences nouvelles à acquérir, techniques, créativité, connaissance de comment concevoir un plat par rapport à un certain nombre de régimes. Donc tout ça, c'est des aspects très concrets d'évolution de compétences. Quand on voit côté salle, pour faire un parallèle, un miroir, ça veut dire qu'il faut être en capacité pour la personne qui est finalement directement en façade finalement avec le client, il faut savoir parfaitement renseigner le consommateur. Donc, il faut être en capacité de bien comprendre les éléments, d'avoir les notions. Et quand on parle, par exemple, d'allergènes, ça peut avoir des conséquences importantes, donc il faut quand même bien maîtriser. Et puis, il y a aussi, c'est moins sympathique, si je puis dire, il y a aussi, côté client, peut-être ils sont plus virulents, certains. On peut avoir des situations conflictuelles qui peuvent être exacerbées aujourd'hui, plus qu'il y a un certain nombre d'années. Ça veut dire qu'en salle, il faut avoir une vraie maîtrise de soi. Ça veut dire qu'il faut savoir rester souriant, positif, voilà. Et ça, c'est pas forcément évident. Et ça, c'est dans du savoir-être, mais c'est une vraie compétence comportementale à acquérir, et ce qui est pas simple. Gilles parlait de l'intelligence artificielle. Là aussi, il y a de l'appréhension. J'élargis au numérique en général. Il y a ce côté, effectivement, appréhender les nouveaux outils. Alors, ça peut être sur de la gestion de stock, il faut savoir les utiliser. Ça peut être sur du planning, mais ça peut être aussi des nouveaux outils culinaires qui vont être robotisés, qui vont être à utiliser. Donc là aussi, il y a des compétences à acquérir. Je mettrai deux derniers points peut-être sur l'aspect réglementaire, avec la norme HACCP qui aussi est complexe, et il faut arriver à voir comment l'appréhender. Et puis le sujet des biodéchets, là, qui prend une envergure très forte. Et aujourd'hui, en cuisine et en salle, il faut avoir un certain nombre de compétences sur ce sujet pour savoir le. Alors, vous avez parlé des métiers de la salle. On a une question qui arrive dans le chat. Comment attirer plus de jeunes à se positionner sur les métiers de la salle? C'est toujours un sujet qui est abordé. Comment attirer? Aujourd'hui, c'est un métier que... Alors, les fiches métiers en tant que telles précisent vraiment les compétences qui sont attendues, et justement, elles ont un réel intérêt sur ce métier-là, parce que souvent, on se dit que le métier de serveur, c'est quelqu'un qui porte une assiette. C'est complètement faux. Dans un restaurant, il n'y a pas que des cuisiniers, il y a aussi un service en salle, et donc les deux services, entre guillemets, sont complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc, la première personne qu'on rencontre quand on arrive dans un restaurant, c'est le serveur, le chef de rang, ou voire le maître d'hôtel, tout dépend de la catégorie. Et donc, pour nous, les serveurs, ce sont vraiment des profils aujourd'hui. Les formations d'appartement ont évolué en ce sens. Ce sont des commerciaux, clairement. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour porter des assiettes, ce sont des gens qui sont là pour présenter des menus, pour expliquer les différents justement ingrédients qui sont mis dans les plats, pour accueillir les clients, qui sont là pour rassurer, qui sont là pour donner des conseils.
Donc aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont un rôle extrêmement important. Et souvent, justement, il y a toujours un petit peu ce défaut que l'on peut avoir par rapport à l'image des serveurs, mais une fois de plus, c'est vraiment un personnel extrêmement important au sein de nos établissements. On ne pourrait pas fonctionner sans la cuisine ou la salle, peu importe. Les deux sont vraiment très très importants. Donc aujourd'hui, c'est des métiers qui évoluent, mais qui seront pérennes, parce qu'on ne pourra pas se passer des serveurs. La nouvelle technologie, à un moment, on s'était dit, on le voit dans certains pays, où on fait appel à des robots pour faire le service. Bon, voilà, il y a peut-être un public qui peut être attiré par ce genre de technologie, mais en tout cas, dans la restauration, dans nos établissements, c'est quelque chose qui perdurera. Avant qu'il y ait les robots, je pense qu'on a quand même pas mal d'années devant nous. Et donc, c'est des métiers voilà, qui sont très importants, des métiers sur lesquels la plupart des candidats évoluent très vite, une fois de plus, au sein de nos établissements. Ils peuvent rester dans leurs établissements, ils peuvent changer, ils peuvent aller aussi dans l'hôtellerie, parce que souvent maintenant on le voit aussi en termes d'évolution, c'est que les serveurs qui ont cette connaissance de la relation clientèle, c'est quelque chose qu'ils peuvent aussi mettre en avant au niveau de l'hôtellerie. Donc voilà, il y a différentes passerelles qui existent, qui fait que ces postes-là, on reste pas systématiquement au même poste pendant 6 mois et on peut évoluer très vite. D'où l'intérêt d'avoir les fiches métiers, la cartographie et les Exactement, passerelles qui les sont tous cursus qui liés seront associés entre à eux. ça. Voilà. Une question pour vous, Gilles, très rapidement. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de formations courtes? Des formations courtes, vous en avez vraiment une multitude. Vous pouvez avoir des formations, elles sont notamment référencées sur mon espace formation d'Acto. Vous pouvez avoir des formations sur les techniques culinaires. Vous pouvez avoir des formations sur accueillir justement pour des publics en salle des clients, une clientèle étrangère. Donc ces formations courtes, on les a déjà référencées. Vous avez une offre prête à l'emploi qui est accessible sur le site d'Acto et qui fait vraiment écho à toutes les évolutions qu'on a pu mentionner. Ça peut être préparé selon telle technique. Voilà, en tous les cas, on a parlé des techniques culinaires, on peut parler aussi de tout ce qui est vegan, etc. Sur les nouveaux modes de cuisson, on a une foultitude d'offres de formation et de formations courtes qui sont référencées sur mon espace formation sur le site d'Acto. C'est généralement des formations d'un à deux jours, pardon, et qui sont directement prêtes à l'emploi, mobilisables et avec un package de financement, si je peux me permettre l'expression, assez simple pour une entreprise de la branche. Merci Gilles. Dernière question qu'on va garder. Face à la baisse de la natalité et la baisse d'inscription des jeunes en CFA, comment imaginez-vous le futur des organismes de formation ou des établissements de formation? Une réponse. Challenge en 1 minute. Donc là, c'est difficile de se projeter par rapport à tous ces éléments-là. Ce qui est un point important par rapport à tout ça, Gilles en a parlé, il y a la mise en place d'une conventionnelle formation. Cette conventionnelle formation, c'est un budget pour la branche pour justement mieux accompagner les salariés en termes de montée en compétences. Mais à travers cette conventionnelle, on a prévu quand même d'avoir un budget en termes de communication pour justement demain se donner les moyens pour attirer ces jeunes, communiquer, participer à des salons, aller les rencontrer dans les collèges. Donc il y a toute une stratégie qui va se mettre en place à partir de 2026 par la branche, justement pour aller capter ce public-là, pour aller en chercher. On va être sur un marché extrêmement concurrentiel avec toutes les autres branches. Donc demain, on se donne les moyens pour justement se dire, on va y aller, on va aller les chercher, parce qu'il faut absolument que tous ces jeunes qui sont formés, on reste avec ce même niveau, voire plus. Il y a les CFA, mais il n'y a pas que des jeunes en CFA. Il y a aussi tous les jeunes qui suivent des cursus en lycée professionnel ou lycée technologie, qui sont demain la main-d'œuvre de notre secteur, une main-d'œuvre qualifiée, donc extrêmement importante. Donc il faut se donner les moyens de les attirer, et c'est ce qu'on a fait à travers cette conventionnelle formation, entre autres. Merci beaucoup. Alors, on arrive au terme de ce webinaire. Je vous rappelle que l'ensemble de ces travaux sont accessibles sur le site de l'Observatoire, donc observatoire.acto.fr. Ces études, on peut les retrouver sur plusieurs formats. Donc, on a un rapport détaillé de l'étude, on a une synthèse de 8 pages, on a aussi une infographie et les différentes fiches métiers dont on a parlé tout au long de ce webinaire. Alors, prochain webinaire de l'Observatoire. Donc, ce sera le 25 novembre
à 14 h, et c'est la branche commerce de gros qui va mettre en valeur leur étude prospective à 5 ans. Alors, je tiens à remercier chaleureusement les 3 personnes qui m'ont accompagnée sur ce webinaire. Merci Stéphane, donc de Catalyse. Merci Gilles, secrétaire technique de la CPNE, et merci Grégory, qui est représentant de la branche HCR. Et merci à vous de nous avoir suivis.